Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à tous, il est 21h, nous sommes en direct sur la radio du Lotus et je suis en compagnie de Michael. Bonsoir Michael. Bonsoir Caro et bonsoir à tous. Et bonsoir aux auditeurs. Et donc, quand on dit auditeurs, eh bien, je les invite à nous rejoindre sur le chat de la radio pour poser leurs questions à notre invité. Donc, le chat, dont voici l'adresse tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus, donc tout attaché Radio du Lotus, ou via le mail, le contact @laradiodulotus.fr, ou encore via l'application téléphonique que vous téléchargez donc sur votre téléphone. Et vous cliquez sur l'onglet Contact et vous posez des questions et je relais durant l'émission. Voilà. Alors, justement, lors de cette soirée, nous avons le plaisir de recevoir l'auteur du livre Les chemins de la résilience, qui a été publié en 2020 aux éditions Le Courrier du Livre chez Très Daniel, un livre préfacé par Patrick Poivre d'Arvor. Et notre invité, après une carrière dans les médias, a vu sa vie bouleversée par un deuil qui l'a mené sur le chemin de la transformation intérieure. Et ce livre va explorer la résilience à travers des personnalités connues qui ont réussi ou pas à transcender justement cette souffrance du deuil ou d'un traumatisme. Elle va nous expliquer tout ça, donc nous recevons avec plaisir Dorothée Leurent. Bonsoir Dorothée. Bonsoir Caroline et bonsoir Michael. Bonsoir, Bonsoir, bonsoir. Je suis bienvenue, ravie d'être avec vous. Oui, ça fait plaisir. Plaisir partagé. Et puis je remercie notre amie commune, Sylviane Jung, je tenais à la remercier parce que c'est elle qui nous a présenté Dorothée, donc voilà, on lui fait des bisous et je pense qu'elle nous écoute, donc coucou Sylviane, voilà. Sylviane, oui, elle a été très très gentille. Elle a dit que ce livre était écrit avec l'âme et que c'est ce qui lui plaisait. Et donc depuis, elle n'arrête pas d'en parler. Et c'est formidable d'avoir une fan de cette qualité-là. Ah mais ça je suis bien d'accord, une fan et une amie, c'est une personne, enfin moi en tout cas je l'apprécie énormément, quoi, voilà. Donc un petit coup. Et merci à Marie-Hélène Doré aussi. Exactement. Qui a fait aussi le transfert. Oui, elle nous a... Marie-Hélène aussi, pareil. Oui. Marie-Hélène, c'est l'attachée de presse de Très Daniel et Oui. elle a un travail de dingue parce qu'ils n'arrêtent pas d'éditer et elle reste délicieuse. J'ai beaucoup d'admiration pour elle pour ça. En tout cas, vraiment, bienvenue Dorothée, ça fait plaisir que tu sois là. Voilà. Merci. Bon. Ben justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter? Alors un petit peu, hein. Un petit peu. Ah, je t'avais dit Dorothée, tu vas pas y passer à côté, hein, je t'avais dit, hein, t'as vu ça? Voilà, C'est quoi. ce que je disais à Michael, je vois pas l'intérêt de parler de moi. Bah, quand Alors même. que la résilience, c'est tellement intéressant, j'ai tellement de choses à dire sur la résilience. Alors restez là, hein, même si je me présente mal. Non, mais ça va, non, tu rigoles, Ça quoi, va. c'est très Bon. bien. Mais oui. Bon, alors, moi, je suis une femme de mots. Donc, pas de maudit, comme on dit, pas maudit M-A-U-D-I-T, hein, mot M-O-T et D-I-T, mais de mots écrits. C'est-à-dire que je suis née avec cette écriture dans la peau et à 5 ans, j'ai commencé à faire des poèmes. J'en ai écrit un pour Mère Marie-Théodore et je lui ai écrit Mère Marie-Théodore, je vous adore, vous êtes plus belle que l'or. J'étais collée pendant toute une journée parce qu'on n'a pas le droit d'adorer Mère Marie-Théodore, on doit adorer que Dieu. C'était une institution religieuse. Donc en fait voilà, mais ça n'a pas arrêté ma carrière. Donc je suis rentrée à Marie-Claire où j'écrivais des nouvelles et des textes. Et ensuite après j'ai fait beaucoup d'interviews dans les journaux et puis je suis passée dans la publicité parce que j'ai rencontré Jacques Séguéla qui m'a dit on a besoin de rouge à lèvres dans l'agence. C'était une manière de m'engager charmante et qui a surtout triplé mon salaire. Donc j'ai été très vénale, ce qui est dommage parce qu'à la rigueur, je préférais être journaliste. Mais c'était les belles époques de la pub. On avait des moyens colossaux, tout était art, création, c'était magique. Et j'allais vraiment au bureau en me disant qu'est-ce qui va se passer de magique aujourd'hui? J'ai tourné des films avec Gainsbourg, avec Jules Jacquin, et je faisais des photos pour Chanel avec Peter Lindbergh et tout. Et c'était
extraordinaire de talent, la pub à ce moment-là, et ce qui ne m'empêchait pas de continuer à écrire des petits textes pour les journaux. Voilà. Et puis il y a eu ce drame dans ma vie qui a fait que j'ai complètement changé de vie, comme tous les gens qui ont un traumatisme, parce que, heu, on disait Nietzsche disait: «Ce qui ne me tue pas, me rend plus fort». Je suis pas très vraiment d'accord avec cette phrase, en fait. C'est: «Ce qui ne me tue pas me transforme», et tous les gens que j'ai interviewés donc sur, tous ceux qui ont eu des traumatismes, ou ils ne s'en sortent pas, ou ils se transforment. Et ils s'en transforment en allant vers ce qu'il y a en général vers leur légende personnelle. Ils vont vers leur légende personnelle, ils vont vers ce qu'il y a de mieux, chez eux, ils se bonifient et ils ils prennent une mission. Alors moi, je ne me suis pas beaucoup transformée, c'est-à-dire que j'étais rédactrice et puis je suis devenue écrivain, donc c'est pas une grande transformation, mais on change quand même de niveau de conscience après ce traumatisme, et j'ai étudié la résilience donc pendant 20 ans, et c'est comme ça que j'ai pu écrire ce livre sur la résilience. D'accord. Mais est-ce que tu penses qu'on se spiritualise, par exemple, plus, admettons, je sais pas, une personne qui n'avait aucune croyance, quoi, bien que ça n'existe peut-être pas aucune croyance, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu penses que elle peut quand même plus aller vers la lumière ensuite, finalement, quoi? Alors, alors, ce sont pas des croyances, c'est, le divin, si tu veux. Le divin, ce sont pas des croyances, ce sont pas des religions, c'est une espèce de c'est le cosmos, c'est l'espèce de joie qui existe dans le cosmos, c'est un courant de vie, et ce courant de vie, quand tu as eu un traumatisme, si tu l'acceptes, il te traverse. C'est très important de comprendre ça. Après un traumatisme, le bonheur n'est plus possible, parce que le bonheur, c'est un état de paix, d'harmonie avec le monde, heu, c'est un état, oui, de complétude, et alors que la joie, c'est quelque chose, d'extérieur, c'est quelque chose, même si tu es, au fond, au fond, au fond de la piscine, tu peux avoir des instants de joie parce que justement, c'est le cosmos qui te traverse, Oui, c'est je la vie qui comprends. te traverse. D'accord. Et d'ailleurs, Bergson avait une très jolie phrase, là-dessus, qui disait, qui disait, oui, qui disait justement, la joie, est quelque chose d'important parce que ça montre que la vie a gagné, que la vie est en train de gagner, et donc tous ces gens-là, sont transformés par quelque chose de plus grand qu'eux. Je ne sais pas s'ils ont conscience que c'est le divin. Pour moi, c'est le divin parce que je suis croyante, mais pas pour tous. Mais c'est pas grave. Ils ont quand même accès au divin, Bah, le pour divin, répondre à c'est le ta plus question. important, hein, de toute façon. Oui, d'ailleurs, ça sera le sujet de mon prochain Ah livre bah parce voilà, que tu vois, je savais pas, mais c'est c'est bien comme ça. marrant, hein? C'est marrant qu'on en parle, bah, comme quoi, voilà, c'est ça. Oui, parce que je me disais, même tous ces gens qui me disent, «Écoute», je ne sais pas si je peux en parler tout de suite, mais moi j'ai perdu mon fils dans un accident de moto, et j'ai des signes, extraordinaires, et j'ai des signes, bon, ça passe par l'électricité, donc j'ai la lumière qui s'allume, qui s'éteint, j'ai mon ordinateur qui se met en route, la radio qui se met en route toute seule, et je vis avec un homme qui est directeur financier et qui est, très, 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 directeur financier, et donc j'ai tous ces signes, et ben, il dit: «Non, c'est l'ampoule qui marche pas, c'est ton ordinateur, qui fonctionne pas», et là, j'ai eu, le jour de la fête des mères, j'ai eu un signe extraordinaire, c'est-à-dire que je téléphone à mon fils: «La fête des mères, s'il te plaît, je vais très, très mal, envoie-moi un signe», et à 18 h, c'est l'heure où il est né, heu, j'ai mon portable qui sonne avec une sonnerie différente, pas celle que j'avais enregistrée, et mon bonhomme me dit: «Mais arrête-le, c'est insupportable», et je dis: «J'arrive pas à l'arrêter». Donc il le prend, et effectivement la sonnerie, on ne sait pas d'où elle vient, on n'arrive pas à l'arrêter, et je dis: «Bon, c'est Pierre Arnaud, c'est mon fils», et il me dit: «Ah non, c'est ton portable qui marche pas, il va falloir changer de portable». Voilà, donc c'est très intéressant de voir comme les gens qui veulent pas aller dans les autres, dimensions du monde, n'y vont pas. C'est pour ça que ça m'intéresse d'écrire ce prochain livre, parce qu'il y Mmh. aura il y a quand même du divin chez tout le monde, Oui. et j'aimerais bien justement,
interviewé, mais Jean-Ramélie Nothomb, des gens comme ça, pour savoir ce qu'il y a de divin en elle, parce qu'elle ne croit pas du tout. Donc justement, où est le divin chez les gens qui ne croient pas? Tu vois, comme j'ai voulu faire ce livre sur la résilience, parce que les gens connaissent pas du tout la résilience. Ils confondent tous. J'étais là sur FR3 avec un grand professeur de médecine et on était tous les deux donc. Et il dit oui, alors la résilience, c'était un sujet sur la résilience. Il dit la résilience au Covid, ben, vous prenez du chocolat, vous prenez du magnésium, la vitamine C et vous serez résilient au Covid. Et je lui ai dit mais pas du tout, c'est de la résistance. C'est pas La pareil, la résistance, résistance, ça n'a rien à voir. Voilà, voilà, quoi. ça n'a rien à voir. Donc la résistance, tu prends un uppercut, tu tombes, tu te relèves, tu es dans la résistance. Même les enfants pendant la guerre, c'est Boris Cyrulnik qui le dit, il dit moi j'étais dans la résistance, c'était pas encore dans la résilience. La résilience, si tu veux, pour qu'il y ait résilience, il faut qu'il y ait transformation. C'est d'ailleurs, ça vient des métaux, hein. C'est le métal qui se transforme sous un choc et qui revient ensuite à sa forme. Nous, si tu veux, par exemple, le choc, quand j'ai perdu mon fils dans cet accident de moto, il est tellement fort que tu as l'impression que ton corps se casse en 1000 morceaux. Tu as l'impression de n'être plus que 1000 morceaux sanglants. Et justement, la résilience, ça sera de reprendre tous ces morceaux pour en refaire quelque chose. Donc, c'est évidemment le même puzzle, mais avec les mêmes morceaux, mais c'est plus le même dessin. Le dessin, il est différent. Et là, tu es dans la résilience. Et d'ailleurs, on va parler après des gens qui sont résilients et des gens qui ne le sont pas, parce que justement, les gens qui ne le sont pas ne sont pas arrivés à faire cette transformation pour des raisons bon, plus ou moins différentes, quoi. Voilà. Mais la résilience, est-ce que c'est une faculté, c'est inné ou c'est acquis? Enfin, comment ça se passe? Parce que s'il y a des personnes qui ne le sont pas forcément, ça veut dire quoi? Ça vient de quelque part à la base, en fin de compte. Ouais, c'est intéressant ta question parce que c'est la base. Et Mhm. c'est la première question à se poser. Alors, puisque la résilience est une transformation, évidemment qu'elle est innée, parce qu'on passe sa vie à se transformer. On est bébé, on devient enfant, on devient adolescent, tous les jours on se transforme et ça s'appelle grandir. Maintenant, si tu veux, la résilience, elle est complètement innée, mais comme tout ce qui est inné, il faut le faire travailler pour que ça devienne acquis. Aristote disait, c'est les phrases très connues d'Aristote, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en jouant de la lutte qu'on devient luthier, et c'est en posant des actions justes qu'on devient un juste, UN, injuste. Et donc, c'est en activant sa résilience, en comprenant, c'est pour ça que je trouve que mon livre est important, c'est que c'est en comprenant le mécanisme de la résilience, ce qu'on a en nous et comment on peut activer ce mécanisme et comment on peut tous les jours jouer sur cette résilience pour la faire plus forte et donc après quand on a un traumatisme, on sait qu'elle existe et qu'elle est là. T'as pas l'air convaincu? Non, non, c'est parce que je réfléchissais en même temps à ce que tu dis là. Non, c'est pas. J'essayais en même temps d'imaginer parce que si tu veux, je pensais en même temps à la musique, au piano par exemple, parce que bon, bah, je suis pianiste, donc j'essayais d'imaginer par rapport à. Bah, moi, je l'ai toujours eu ce truc-là. J'ai l'impression depuis tout petit, la musique, elle était en moi, tu vois. Donc ça m'y fait penser quand tu parles de certaines expressions et tout. Donc voilà quoi. Mais oui, mais toi, la musique, c'est ta résilience à toi, hein. Oui, oui, non, c'est pour ça que ça m'y a fait penser, voilà, c'est ça. Bien Mhm. sûr, mais toi, tu l'as eu la résilience comme un don du ciel en même temps que, voilà, quand tu es né, quoi. Mhm. Donc, et tu as très bien fait d'aller vers ce don et de le développer parce que c'est ta résilience. Mais Oui. la résilience, on croit que c'est Boris Cyrulnik, parce que j'en parlais là, Oui, c'est mais pas ça. du tout, hein. Mhm. C'est un très très vieux mot, c'est Ovide qui en parle en l'an 1 après Jésus-Christ. C'est lui qui écrit un grand poème avec plus de 10 000 vers qui s'appelle Les Métamorphoses. Et là, il prend le mot résilience en latin, euh, enfin résilire qui veut dire faire un bond en arrière pour mieux rejaillir, et il en fait le mot résilience. Et donc, dans son poème, ce sont des dieux qui se changent en animaux, en plantes et tout ça. Il y a métamorphose de la nature, parce que la nature aussi est résiliente. Si tu vois les forêts qui brûlent et qui repoussent après, ça c'est la Ah, résilience mais de la oui, nature. oui, oui, c'est vrai, c'est intéressant, t'as raison, c'est vrai que j'ai pas pensé aussi. Mais on n'a pas Et tous les d'ailleurs, mêmes outils aussi pour surmonter.
Non, c'est pour ça qu'il y en a qui surmontent pas, hein. Oui, voilà, oui. Alors, alors, je voulais parler de ça parce que c'est très beau et puis on comprend bien. Le kintsugi, l'art du kintsugi, c'est le symbole de la résilience et avec ça, on comprend mieux. Le kintsugi, c'est une légende, hein, mais c'est vrai, c'est une histoire vraie, en fait, même si c'est une légende. C'est un shogun du XVe siècle qui possède la plus belle céramique du Japon et qui est très, très fier de cette céramique. Et une fois par an, il reçoit un sage et il est tellement content de l'entretien qu'il a avec ce sage, qu'il dit: «Écoute, je t'offre ma céramique». Et le sage regarde la céramique et s'en va sans la prendre. Et le shogun est tellement fou de rage qu'on lui refuse ce cadeau qu'il prend la céramique et qu'il la jette par terre. Et les ministres, ils sont atterrés, ils prennent les morceaux de la céramique, ils le donnent au meilleur artisan du Japon qui va mettre 1 an à inventer une espèce de poudre d'or, de laque de poudre d'or, et il va mettre cette laque de poudre d'or dans toutes les fissures. Et donc je conseille aux éditeurs de regarder ce que c'est que le kintsugi, parce on le voit ce vase, on le voit avant et on le voit après avec cette poudre de laque d'or. Et on se rend compte, ce que je disais pour le dessin, tu sais que c'est le même puzzle, mais c'est pas le même dessin. On voit que ce sont deux objets totalement différents dans l'apparence, alors que ce sont les mêmes. Et en fait, il y a quelque chose de plus beau dans le vase qui a été magnifié. Et d'ailleurs, Christophe André, qui est un psychiatre connu, disait j'aime beaucoup le kintsugi, j'aime beaucoup cet art, d'autant plus que j'ai rencontré des humains kintsugi, c'est-à-dire des gens que la vie avait cabossés, abîmés, et qui, au lieu de devenir amers ou d'être dans le ressentiment, au contraire, s'étaient bonifiés, magnifiés et allaient vers plus beau, vers plus grand. Dans l'art, par C'est-à-dire qu'ils exemple. devenaient plus essentiels. Non, dans eux-mêmes. Tu sais, toute la philosophie de Spinoza, moi j'adore Spinoza parce que Oui. c'est la philosophie de la joie. Il disait l'être ne fait que progresser dans l'être. C'est-à-dire que si tu viens sur Terre et que tu es un être, ta mission c'est de progresser dans l'être. C'est-à-dire en toi, tu vois. Je sais pas si c'est facile à comprendre, Heu, mais on progresse toujours dans son être, en fait. Et donc voilà, je sais plus ce que je disais. Oui, oui, non, par rapport au Kitsumi et que, bah voilà, on progresse, Kintsugi, ok, voilà, d'accord, voilà. voilà. Donc on progresse de et d'ailleurs la phrase, moi j'ai trouvé ça bien, la phrase de Camus dans «L'étranger», c'est aussi un symbole du kintsugi qui dit, hem: «Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il existait en moi un invincible été». Et en fait, cet invincible été, il existe chez tout le monde. Alors tu peux appeler ça bêtement la petite flamme intérieure ou bon voilà, mais il y a cette espèce de force de vie en fait. Et l'idée, c'est dans la résilience, c'est d'activer cet invincible été. Après, Voilà. l'activer, est-ce qu'il y a des petits trucs où c'est, enfin, pour l'activer? Bah vas-y, Ah, Caro, parce que je sais que tu as des justement, questions aussi, voilà. non, mais justement, il y a une question sur le chat de Yannick. Bonsoir Bonsoir Yannick. Yannick. Alors, il y a des personnes qui, après un deuil, ne s'autoriseront plus à ressentir de la joie et aimer à nouveau. Ça rejoint un peu la question que tu allais poser. Oui, bah, très bien, merci pour la question, c'est très intéressant. Alors justement, eh bien, la joie, alors on s'autorise plus le bonheur. D'ailleurs, Patrick Chenet en parle dans le livre, il dit, «Le bonheur, c'est fini», mais la joie, c'est ce que je disais, c'est malgré nous et malgré tout. Alors je peux expliquer parce que je trouve que c'est intéressant parce que moi, quand j'ai perdu mon fils, donc j'ai cru que je devenais folle. Je voyais vraiment comme dans Harry Potter les détraqueurs qui m'entouraient. J'avais l'impression que mon âme avait quitté mon corps et qu'il y avait un vide immense et je me suis dit: «Il faut que je parte vers la lumière, sinon je vais vraiment finir folle». Ah oui, tu t'es dit ça, hein, d'accord. Ah bah oui, c'était ça, c'était sombrer Hmm. avec les détracteurs, laisser mon âme bouffée par les détracteurs ou partir, vers la spiritualité, vers la lumière en fait. C'est la lumière que je cherchais. Et donc je suis partie en Inde et c'est intéressant la question d'Yannick parce que c'est exactement ça. Et là, j'étais un zombie, hein, en Inde, complètement zombie. C'est-à-dire que
c'était physique, c'est-à-dire on ne sait plus qui on est, voilà, le choc est trop fort. Et je vois une procession, c'est facile, en Inde, il y a 20 000 dieux, donc il y a une procession, et je regarde cette procession passer, et à un moment, il y a un rayon de soleil qui arrive, qui m'entoure, qui m'envahit, et là, je ressens une immense joie. Et c'est pas moi, c'est l'extérieur. La joie, elle vient de l'extérieur. Et c'est exactement là où j'ai commencé la résilience. Je me suis dit, mais si la vie peut m'apporter ces moments de joie, ces moments d'intensité comme ça, c'est-à-dire que je vis encore, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de vie, ce que je ne pensais plus. Voilà. Et donc, c'est la joie. La joie, je pense que c'est le karma de l'univers. Quand l'univers t'a t'a fait vivre un traumatisme aussi fort, heu, il est obligé de réparer, et il répare en t'envoyant des éclats de joie comme ça. Et donc tu les prends ou tu les prends pas, hein. J'ai interviewé des tas de gens qui, genre, Trintignant, non, ils veulent pas les Lui, il prendre. veut pas, il les prend pas, oui. Mmh. Non, Et voilà, tu penses que c'est ton fils qui t'a poussé vers l'Inde? non, parce que j'avais pas de signe à ce moment-là. J'avais déjà été en Inde, hein. Donc en fait, si tu veux, dans ces cas-là, où tu vas vers les comme je cherchais la lumière, en Inde, je trouve que, même la poussière est mystique. C'est un endroit où, de toute façon, ton âme respire. Voilà, parce que c'est pas laïque comme en France, qui a un côté sombre par ce côté laïque. Là, tous les dieux sont respectés, tout le monde peut avoir son dieu et tout ça, et il y a ce côté mystique partout. Chaque poussière est mystique. Donc je savais qu'en Inde, j'allais respirer. Alors maintenant, que ce soit mon fils, le ciel, l'univers, mon chemin, je sais pas, hein, qui m'a Mmh. protégée, c'est à ce moment-là, j'étais pas en capacité de recevoir les signes de mon fils, parce que quand je mets sur les réseaux sociaux les signes que je reçois, parce que je trouve que c'est important de les partager, et les gens me disent: «Moi, j'en reçois pas». Et je dis: «Mais c'est un chemin, c'est comme tout. On reçoit pas comme ça des signes, ah oui, demain, je vais recevoir un signe». C'est-à-dire que vous devez faire votre deuil. Après, il y a, l'amour que vous avez eu pour, la personne qui est partie, et cet amour existe toujours. Il est très tangible, et cet amour va petit à petit remplacer le manque et la douleur, et ça met du temps, ça met du temps, et puis vous allez, ces souvenirs d'amour et tout ça vont vous renforcer, et à partir du moment où vous êtes en connexion avec cet amour, l'amour devient l'amour de l'univers, et là vous recevez des messages. Pas des messages, moi, parce que bon, il y a des gens qui me disent: «J'ai vu une plume devant chez Ah, moi», mais il y est-ce en que a, ils c'est voient un des signes message? partout aussi. Bah oui, j'en sais rien moi. Même Hmm. Stéphanie Fugain, elle me disait: «Ah mais moi je vois des cœurs partout». J'ai dit: «Bah je sais pas. En revanche, quand le téléphone sonne et que c'est pas maçonnerie et que c'est le Oui, jour de la fête des mères», je me dis: «Bon, c'est quand même, bien que mon bonhomme il y croit pas, je me dis: c'est quand même assez tangible quoi», voilà. Mais j'ai fait un chemin énorme de résilience et justement, alors je voudrais répondre à Yannick. Cette joie, la joie, elle est extérieure, elle est malgré nous, parce qu'à ce moment-là, je ne voulais absolument pas de joie, je voulais juste mourir, quoi. Et et mais à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, je vais accepter, puisque l'univers vient me chercher, toque à ma porte, je vais accepter les joies». Et à partir du moment où j'ai accepté les petites joies, on se rend pas compte, et je le dis dans toutes mes conférences, de toutes les petites joies qu'il y a dans une journée. Il y en avait tellement. Quelqu'un qui vous appelle pour vous dire que vous êtes merveilleuse, ou merveilleux, quelqu'un qui vous met une main sur l'épaule, un enfant qui vous sourit, un éclair au chocolat, j'en sais rien moi. Mais si je mettais à ce moment-là, parce que j'avais accepté d'aller dans l'univers avec ces joies, sur des post-it, toutes les petites joies que j'avais, et je les mettais dans un grand bocal, j'appelais ça mon bocal à papillons. ah, c'est Quand sympa, je j'aime bien ça, c'est bien ça. Oui. Et quand je replongeais, parce que la résilience, c'est pas une route droite, hein, ah, je suis résiliente chic, hein. Vous plongez, vous remontez, vous plongez, bon, vous plongez de moins en moins profond, mais vous plongez. Je sortais tout ça et je me disais: «Mais tu exagères de te plaindre, tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça, l'univers t'envoie tellement de choses, bon, pleure un bon coup, mais quand même, tu as reçu tout ça, quoi». Voilà, la gratitude, un petit peu après, hein, bien après, hein, pas au début, parce que moi j'ai dit: «J'ai mis 4 ans», hein, parce que les gens qui me disent: «Au bout de 3 mois, je comprends pas, je vais mal»,
leur dis, oui, j'ai interviewé des neuropsychiatres, hein, dont Albert Moukébert, qui dit, de toute façon, avant 9 mois, quel que soit le deuil, hein, votre père, votre mère, vous ne pouvez pas aller bien. Il disait, j'ai un patient qui m'appelle en disant, bon, je vais très très mal et j'ai pas le temps d'aller mal parce que j'ai des tas de choses à faire. Je ne peux pas aller mal en ce moment. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, j'ai perdu mon père il y a 3 jours. Et il lui a répondu, je suis désolée, vous allez aller mal. Et en plus, je peux rien faire pour vous. Je peux vous donner du soutien, mais vous allez aller mal. Et c'est bien d'aller mal pendant 9 mois. Avant, vous savez, on portait le deuil, des robes noires et tout pendant 1 an, hein. Et après, mauve pendant 1 an, et tout ça. Là, il faut aller bien en 3 mois. Non, mais ça va pas, cette époque. Donc, c'est ce qu'il disait aussi, Albert Moukébert. Il disait, une jambe cassée, on comprend que vous marchiez pas et que vous courriez pas au bout de 3-4 mois. Ah ben là, si, le deuil, on a l'impression qu'il faut aller vite. Non, parce que ce qu'il expliquait en tant que neuropsychiatre, il disait, le cerveau est un cerveau d'habitude. C'est-à-dire que heureusement, si ce n'était pas un cerveau d'habitude, on ne pourrait pas être amis. Un jour, vous serez comme ça, un autre jour, Ouais, vous on seriez saurait jamais, autrement. ce serait pas Voilà. stable, quoi. Donc en fait, vous êtes un père, ou vous êtes une mère, ou vous êtes un fils, ou vous êtes un PDG, parce qu'il y a aussi le traumatisme de perdre sa société, ou vous êtes, bon, vous êtes, pour le cerveau, c'est ancré, vous êtes un PDG, vous êtes un père. Et si vous n'êtes plus ça du jour au lendemain, le cerveau, il n'a pas capté. Il faut qu'il s'habitue, il faut qu'il prenne son temps, il faut qu'il change, il faut qu'il y ait autre chose. Il ne va pas changer comme ça. Donc 9 mois, c'est le minimum. Moi, j'ai mis 4 ans. Alors, je ne vais pas donner des leçons de rapidité aux autres, hein. Voilà. Non, mais en même Alors, mais j'ai temps... quand même pas parlé, Michael là, et Caroline. Amy Werner, je peux en parler ou vous avez Ah des oui, mais questions? attends, il y a juste une question, excuse-moi, il y a juste une autre Oui. question Oui. avant. Tu vois, ça fait Oui. plaisir, les auditeurs sont là, voilà, et c'est génial, c'est très bien, voilà. Et vas-y, Caro. Donc, il y a une question de Marie-Claude sur le chat. Donc, Bonsoir. bonsoir Marie-Claude. Est-ce qu'après une expérience de mort imminente, le fait de vivre totalement différemment, en pleine conscience que l'on fait le deuil de la vie d'avant, donc pas d'une personne réelle, est-ce que c'est aussi être résilient? Oui, absolument. Absolument. C'est complètement de la résilience. La résilience, c'est changer d'horizon, c'est d'avoir un niveau de conscience plus élevé, différent. Et si vous avez une AMI, évidemment que ça vous change votre conscience. Et effectivement, ça, si vous voulez, si vous avez une résilience innée de 10, là, vous montez votre résilience à 1000. Donc, effectivement, d'ailleurs, de toute façon, après des expériences comme ça, c'est ce que j'explique, par exemple, bah, vous moi j'ai perdu mon fils. Après j'arrivais, à un déjeuner et j'ai ma meilleure amie qui me dit: «Tu as vu, j'ai changé de vernis à ongles». Mais c'est pas possible, c'est pas acceptable. Je peux pas entendre quelqu'un dire: «Tu as vu, j'ai changé de vernis à ongles, qu'est-ce que tu en penses?» Non, j'en pense pas rien, je me tire parce que, j'ai plus que l'essentiel qui m'intéresse. Et petit à petit, je vais absorber ce qui est essentiel pour moi et me défaire de tout ce qui est, bon voilà, pas Superficiel. indispensable. Mm. Et oui, et c'est là où vous allez changer parce qu'évidemment après vous allez revenir. Maintenant ma meilleure amie, elle me dit: «Tu as vu mon vernis à ongles?» J'ai dit: «Ah oui, c'est joli». Mais avant j'ai fait tout ce chemin où je me suis débarrassée, de tout ça, où je suis allée vers l'essentiel et je pense que c'est Marie-Claude, c'est ça? Oui, c'est Oui. ça. Ah oui, Marie-Claude, c'est ça qu'elle a vécu après son EMI. C'est intéressant, hein? Marie-Claude, est-ce que vous ah non, je peux pas lui parler. Tu Non, peux, Mais elle elle va peut répondre sur répondre le par chat, écrit. elle va te Mm. répondre par écrit, je pense. Oui, parce qu'il y a un film qui s'appelle Le Témoin sur les EMI qu'a qu'a réalisé Sonia Barkala et qui Ah passe en ce oui, moment sur oui, les oui. EMI. Vous avez entendu parler Oui, de ce je connais, film? oui, puis en plus je Oui. connais Sonia, parce qu'elle va sûrement venir faire une émission, donc ouais, oui, oui, oui. Et c'est très Voilà, bien ce qu'elle son fait. film il passe en ce moment Oui, et oui, donc oui. ça peut être intéressant pour Marie-Claude de le voir. Effectivement, Sonia, je la connais, alors elle est complètement folle des EMI, et que ça qui Ah l'intéresse. Elle a oui, vécu Sonia, tout elle est à ça fond, hein, par contre, hein. à Oui, oui. fond. Elle a réalisé ce film et effectivement, pour tous les gens qu'elle interviewe, il y a un changement de conscience, c'est sûr. Ouais, je suis bien d'accord, alors là, Voilà. oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un autre chat ou est-ce que je peux parler de Non, Alors, là, moi, tu il y a peux moi? pour encore, l'instant. Ah, pardon. il y a encore une question. Oh, mais dis Alors, donc, il y a Oui. Dorothée, t'as bien fait de Hélène, venir, hein. Tu vois, je t'avais dit, hein. il y a Hélène qui Vas-y. demande, est-ce que la résilience va avec l'acceptation? Ah, bonsoir Pardon. Hélène, alors, Oui, d'accord. Hélène. Oui, très bonne question.
Moi, je trouve que vos auditeurs, ils sont très bien, hein. Ah, mais c'est pour Bravo. ça qu'ils sont là et qu'on est là aussi, Oui, hein, bah, et que tu es là ça maintenant. bien. Bon niveau, hein. C'est gentil. Euh, eh ben, complètement, complètement. La résilience, c'est l'acceptation de la transformation, c'est l'acceptation, et d'ailleurs, la non-résilience, alors j'ai pas eu le temps d'en parler encore, parce que c'est effectivement la non-acceptation. L'acceptation que l'univers vous apporte une vie différente et l'acceptation de vivre dans une nouvelle vie, dans un monde sans ce que vous aviez avant, et en confiance avec ce que l'univers va vous apporter. C'est le mot acceptation dont parle Hélène est très très important. C'est que ça, que de l'acceptation. Oui. Et Merci. si on suit l'émission, je vais parler justement Oui, de cette acceptation. Oui. voilà, bah écoute, on te laisse Donc ça, continuer ça comme fait ça, long. parce que s'il y a d'autres questions, on verra. N'hésitez pas, les amis, mais Mhm. voilà, comme ça, je te laisse dérouler le fil aussi. Et puis, bah, Caro aussi, je sais que tu as des questions. En tout cas, merci parce que c'est une très belle question, Hmm. Hélène. Alors, oui, je voulais quand même parler d'Amy Werner parce que c'est très intéressant. On croit toujours que c'est Boris Cyrulnik. Alors non, c'est Ovid qui a inventé le mot résilience, Tu donc, vois, je savais et pas, après, moi, Dorothée, hein. Pour te dire, en fait, c'est dans ton. Bah, quand tu l'as expliqué toi, mais j'ai une amie tout à l'heure, je lui ai dit, tiens, on fait une émission sur la résilience, et tout de suite, elle m'a sorti le mot Cyrulnik tout de suite, tu vois, c'est ça qui est ah mais marrant, tout le quoi. monde, 99,9. Et Voilà. encore, quand je dis, ah non, ben alors moi je fais je peux dire que même des gens très lettrés, ils connaissent pas Ovid, hein. Hmm, Mais bon, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, après Ovid, bon, il y a eu 2 ou 3 petits trucs, mais c'est, Amy Werner, la première qui fait des travaux sur, la résilience. C'est la seule, et Boris Cyrulnik a repris ses travaux. Donc, Amy Werner, elle est née dans les années 1924. Elle a commencé en 50, elle était psychiatre, à faire des études et à se consacrer justement, heu, sur la résilience des enfants. Et d'ailleurs, elle l'appelait Mère résilients. Donc, elle est allée pour étudier les enfants à Hawaï. Il faut savoir qu'à Hawaï, c'était les sorciers qui étaient tout puissants. Il n'y avait que du vaudou. Et ces sorciers arrivaient dans les familles où il y avait 6, 7, 8 enfants et désignaient un enfant en disant c'est l'enfant du diable. Alors, il rentrait en transe, il décidait que c'était l'enfant du diable, évidemment que tout ça était complètement aléatoire. Et les parents mettaient immédiatement l'enfant à la porte. Donc il y avait comme ça, dans cette petite île d'Hawaï, 200 enfants qui étaient à la rue et qui vivaient d'expédients, évidemment, en étant agressés moralement et sexuellement et tout ça, mais qui essayaient de se débrouiller pour survivre. Et Amy Werner a suivi ces 200 enfants pendant 30 ans. Donc son travail est très très sérieux. Sur les 200 enfants, il y en a 70 qui s'en sont sortis, qui ont vécu une vie comme s'il n'y avait pas eu de traumatisme, donc qui sont devenus, qui ont fait des très belles familles, des bons jobs, des belles familles qui sont bien intégrées socialement. Et donc pourquoi? Parce que ces enfants, justement, croyaient dans la vie, donc croyaient dans les opportunités que la vie pouvait leur apporter. Par exemple, 3 de ces enfants étaient dans la rue et regardaient une vieille dame dans une cour qui donnait une leçon. Et ils se sont approchés, alors ils pensaient qu'ils allaient recevoir des pierres, mais ils se sont approchés quand même. Et la dame leur a dit, eh ben, écoutez, si vous voulez apprendre à lire, mettez-vous au fond. Et ces enfants ont suivi les cours et ont appris à lire. Donc c'est une espèce, les qualités pour être résilient, quand même pour aller plus loin dans la résilience, c'est croire aux possibilités de la vie, euh, faire confiance, euh, et puis cette espèce d'optimisme qu'on peut avoir. Voilà. Et c'est l'empathie aussi? Alors, Ou l'empathie, non, ça n'a bien. rien à voir, ou il y a quand même Si, de ça? l'empathie, non, c'est une fois que tu as été résilient, une fois que tu es dans Oui, la résilience, ton empathie, une fois que tu as eu le traumatisme, que tu es passé au-dessus du traumatisme, que tu as fait tout ce chemin vers la résilience, effectivement, tu as beaucoup plus d'empathie, mais c'est normal, tu as changé de niveau de oui, bien conscience sûr, oui. et donc tu sens les gens, tu les vois tout de suite. Tu vois Mhm. tout de suite ceux qui sont bons, pas bons, et tu as une empathie évidemment pour la souffrance des autres parce que tu sais ce que c'est. Oui. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. Ouais, c'est Donc, comme tout, pareil, oui, forcément, ouais. Mhm. D'accord. ouais, voilà. Donc, effectivement, d'ailleurs, Biden disait, hein, euh,
bon, bah, parce que Biden a perdu, je crois 2 enfants, sa femme, voilà, et il disait: «Je reconnais tout de suite, les gens qui ont eu un deuil parce que ou un traumatisme parce qu'ils sont dans l'empathie». Ah oui, voilà, c'est ça, en fait, ils se reconnaissent entre eux, quoi. Voilà, Mhm. exactement. D'accord. Alors, on va peut-être parler des non-résilients pour un petit peu Oui, comprendre pourquoi on oui, n'est pas oui. résilient. Parce Ou que on fait encore un chat, t'as donné beaucoup par d'exemples dans ton livre, en plus, Dorothée, Bah, c'est ça qui est oui, bien. enfin, moi j'avais V- une question justement par Vas-y. rapport à ça. Quand tu parles des non-résilients, tu parles de Romy Schneider par exemple, ou Marlon Brando ou autre. Mais est-ce que tu penses que le fait qu'ils justement ils n'ont pas réussi à accéder à cette résilience, est-ce que tu penses que c'est lié à l'enfance ou à des traumas d'enfance? Est-ce que tu penses que c'est un lien avec l'enfance ou l'éducation? heu, dans certains exemples, avec Romy Schneider, c'est forcément l'éducation et l'enfance, c'est sûr. Pour Trintignant, par exemple, c'est pas l'enfance, c'est autre chose. Donc, ça dépend des gens. Mais en fait, sur les études, ce que dit Jacques Leconte, qui est un autre psychiatre que j'ai interviewé, il dit: «C'est vrai qu'une enfance où il y a, le lien et la loi, c'est-à-dire une enfance où tu as, le lien qui est l'affectif et la loi qui sont les règles. C'est-à-dire une enfance qui est, on appelle ça oro moi je sais plus le nom, enfin ni permissive, ni autoritaire si tu veux, entre les 2, dans la bienveillance, mais avec des règles. Si tu as eu cette enfance-là, tu peux donner beaucoup plus facilement un sens à ta vie, parce que tu sais ce que c'est que la loi et le lien, et tu peux aller vers le sens très facilement dans ta vie. Et justement, c'est l'exemple de Romy Schneider qui a pas eu ça, et donc qui a pu aller vers la résilience. Elle, elle a vraiment pas pu aller. C'est Heu insurmontable pour eux, en fin de compte, c'est ça, quoi. C'est des personnes qui n'arrivent pas à passer outre Ils n'ont pas la la capacité. capacité Voilà, oui, d'activer oui, la oui. résilience. Mm, mm. Alors il faudrait, qu'ils rencontrent un tuteur de résilience comme elle a fait Albina, mais on va en parler, heu, qu'il se passe quelque chose qui les sauve de leur incapacité, et Romy Schneider l'a pas eu. Donc je vais raconter l'histoire de Romy Schneider parce qu'on y est. Donc tout le monde pense que c'est une star qui a été comblée et tout, et pas du tout. C'est une petite fille dont la mère, Magda, était une grande, actrice, très adulée, et donc elle a mis sa petite fille, à 9 ans, dans un pensionnat très austère, en Autriche, un pensionnat de religieuses anglaises qui était un vieux château, tout cadenassé, dont, Romy n'est jamais sortie, alors que les autres élèves sortaient aux vacances et tout, mais sa mère n'avait pas le temps de la prendre. Donc elle a passé, 5 ans dans ce château à attendre que sa mère vienne. Et sa mère n'y est allée que 4 fois en 5 ans, en passant 10 minutes en coup de vent parce que c'était, sa route. Donc en fait, elle a passé ces 5 ans de solitude, où elle attendait sa mère derrière les barreaux et qui est pratiquement jamais venue. Et ensuite quand sa mère là, et ça, c'est des enfances qui sont, très difficiles après pour, à à à réparer. Et après, elle est sortie donc à 14 ans, et sa mère s'était remariée, et son beau-père, sa mère était toujours en tournage, et son beau-père tournait sans arrêt autour de Romy pour, lui faire des papouilles. Alors, Romy s'enfermait dans sa salle de bain. D'abord, elle avait l'habitude d'être enfermée, des journées et des nuits entières pour échapper à son beau-père. Donc elle a eu une enfance quand même, très destructive. Et donc quand son fils après, bon, elle a épousé, enfin non, elle n'a pas épousé, elle est sortie avec Alain Delon. C'était un grand amour, mais Alain Delon l'a quitté du jour au lendemain pour, Nathalie Delon. Il lui a envoyé un bouquet de fleurs alors qu'elle devait se marier, juste un bouquet de fleurs en disant: «Je suis désolée, je pars». Donc c'était encore le complexe d'abandon qui arrivait. Et puis elle a épousé, un réalisateur, très austère, avec qui elle a été malheureuse, mais où elle avait eu un fils, David, qui était vraiment son bonheur. Et quand David a eu un accident et est décédé à 14 ans, alors là, Romy, elle n'a pas surmonté. C'est-à-dire que Alain Delon disait d'ailleurs, si je retrouve, la phrase d'Alain Delon, il disait: Romy voulait tellement mourir qu'il n'y aurait pas eu cela, elle serait morte autrement. Je le savais, mais je savais aussi que l'on ne pouvait rien y faire. Heu,
elle a pris des somnifères, même pas un an après la mort de David, elle a pris des somnifères et beaucoup d'alcool. Elle a mis un petit mot pardon, elle est partie. Alors elle était beaucoup trop déstructurée pour effectivement activer sa possibilité de résilience. Mais ça, c'est une enfance, comme me dit Caro. Mais si on parle de Kipling, Kipling, c'est quand même intéressant aussi. C'est pas du tout l'enfance. Kipling, c'était quelqu'un adulé, complètement adulé. Il avait écrit le livre de la jungle. C'est un grand écrivain. Il avait un seul fils unique, et ce fils unique, qui a 17 ans, veut absolument s'engager dans la guerre de 14, et personne ne veut l'engager parce qu'il est myope comme une taupe, et on dit non, non, vous pouvez pas partir sur le front en étant myope comme ça. Et il est honteux de ne pas être engagé. Et son père dit: «Écoute, je vais faire quelque chose pour toi». Il appelle un général qui dit: «Bien sûr, cher ami, je vais engager votre fils». Et son fils se fait tuer immédiatement en débarquant sur le sol français à la première bataille d'Artois. Et tout à coup, Kipling se rend compte de ce qu'il a fait, d'envoyer ce Bah, c'est gosse qui lui qui venait l'a pas de envoyé. 10 mètres Voilà, c'est ça, quoi. à la mort. Et oui. Voilà. Et là, il s'est senti tellement coupable. Alors coupable, coupable, ça veut dire couper de soi. C'est-à-dire que quand vous êtes coupable comme ça, vous ne pouvez pas aller dans la résilience. Vous êtes que dans votre culpabilité et coupé de tout ce qui pourrait vous arriver de l'extérieur. Donc il a passé sa vie ensuite à chercher le corps de son fils, qu'on a retrouvé grâce à l'ADN qu'en 91. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Kipling a écrit donc sur les tombeaux des soldats inconnus, known unto God, c'est-à-dire connus seulement de Dieu. Et cette phrase, on la retrouve sur toutes les tombes des soldats anglais et américains inconnus. Voilà. Donc en fait, lui, c'est pas une enfance. Donc je veux dire, il y a plein de choses qui fait que Trintignant, par exemple, enfin moi j'ai interviewé Nadine, hein, j'ai pas interviewé, il voulait pas lui. Il disait, j'ai pas interviewé Jean-Louis, j'ai Je te interviewé disais, Nadine. lui, il Il me a pas parlait, voulu, non. non, D'accord. elle parlait de lui, et elle me disait, mais de toute façon, il disait qu'il avait perdu ce qu'il aimait le plus au monde, et que donc quand on perd ce qu'on aime le plus au monde, on perd le monde, et que le monde, il n'en voulait plus. Alors même s'il continuait à dire des poèmes, il en connaît plein, il a tourné un film, mais il n'a pas été vers la transformation, il était juste dans la souffrance. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'accepter la résilience, on n'est pas obligé d'y aller. Moi, quand j'ai reçu cet éclat de joie là en Inde, j'aurais pu dire mais j'en veux pas, et je reste un zombie. Il y a juste j'ai eu envie d'aller vers cette joie en me disant bah si c'est possible, ok. Il y a un moment quand même d'acceptation. D'ailleurs, on va le voir dans les résilients. Les résilients, il y a toujours eu un moment où ils ont dit oui. Ah, d'ailleurs, on va parler des résilients parce que c'est quand même plus gai, hein, non? Oui, oui, non, mais c'est vrai, mais tu sais, c'est grâce à ton livre, hein, je t'en remercie d'ailleurs, mais je t'assure que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses avec toi, hein, Dorothée, parce que les non-résilients et tout, je connaissais pas vraiment les différences et tout, donc c'est vraiment bien, donc je t'en remercie encore, hein, pour tout ça, quoi. Ben, je te remercie, ça me fait très plaisir quand on me dit ça, parce que c'est vrai que moi, je lis 4 livres par semaine, c'est mon truc, mais Hmm. euh, je les trouve de plus en plus vides. Et je me dis, mais ils donnent pas grand-chose, quoi. Et moi, chaque fois qu'on me dit, ah, il y a plein de choses dans ton livre, je suis très, très heureux. Je me dis, Ben bon, oui. bah, au Ben, moins j'ai réussi ça. et puis c'est du concret, si tu veux. Ce qui est bien, c'est que bon, parce que tu pourrais dire oui, il y a les non-résilients, puis beaucoup de blabla, des trucs théoriques, mais peu importe. Mais là, c'est vraiment des exemples concrets, donc c'est vraiment accessible à tout le monde, à tout public, et c'est ça qui est bien, tu vois. Moi, j'aime Ah oui. beaucoup. Voilà. Bah, merci, merci, ça me fait très plaisir. J'ai bien fait de venir. Bah, t'as bien, évidemment. T'as Il y a bien un fait. exemple Oui. de résilience sur le chat. Donc, il y a Annick qui dit Nelson Mandela, 27 ans de prison, sorti sans rancœur et qui devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Magnifique exemple. Mais oui, mais j'aurais dû y penser. Alors, je vais écrire un nouveau livre. J'y ai même pas pensé. Tu rajoutes un petit exemple, tu sais. Voilà, c'est ça, quoi. Après ce que m'a dit Yannick sur Radio Lotus. Voilà, c'est ça. euh, Merci Yannick. Voilà. ah oui, Nelson Mandela, vraiment formidable, extraordinaire. Alors non, c'est vrai. Non, mais il faut que j'écrive un nouveau livre. C'est vrai que tout ce qu'il dit est tellement formidable et va tellement vers la résilience. C'est un symbole, c'est vrai. Mais comment j'y ai pas pensé? Oh là là, bah, heureusement qu'il y a tes éditeurs, hein. Bah, Ouais, y a tout le Dans, monde qui parce dans le que même participe. style, Oui. enfin, c'est pas le même style, mais il y a Stephen Hawking aussi.
Je Alors, sais pas si je prononce bien. non, Le moi physicien. je trouve pas, c'est personnel, hein, parce que lui, il est complètement habité par les maths. Heu, heu, s Bah, enfin, je suis d'une famille de polytechniciens, alors je les connais. Ben, ils sont dans les maths, quoi, ils sont dans un autre univers de maths et OK, il souffre, il a des trucs et tout, mais les maths, ça les prend tellement, quoi. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est de la que c'est qu'il y a une transformation, qu'il y a un pas vers le cosmos. Heu, À partir du moment alors où que des Mandela, oui. médecins te disent, vous en avez pour, 1 an, 2 ans, 3 ans et que finalement, 40 ans après, on est toujours là, on est quand même dans la résilience ou pas? Ouais, tu as raison peut-être, je sais pas. Je sais pas, Enfin, moi, je le voyais sous cette forme-là, c'est pour ça. ouais. Heu, je sais pas, j'ai vu que des films, hein, sur lui et autant Oui, mais ça Mandela, pourrait oui, parce qu'il a des phrases formidables, il a des phrases, il a des mots, d'une telle beauté, voilà, il est dans la beauté. La transformation, elle est, c'est vraiment il est dans la lég il est devenu président, il est dans sa légende personnelle, il a patienté, je sais plus 20 ans, 27 ans, c'est un exemple de résilience extraordinaire. Autant Stephen Hawking, je trouve, universitaire, enfin je sais pas, je sens pas les ondes, de beauté. Voilà, je sens pas oui, les oui, oui, oui. Non, mais c'était un exemple comme ça, mais je me disais, pour d'autres personnes, nous donner, un timing de vie et puis finalement, pouvoir, bah, lui, c'était peut-être sa passion, la physique et cetera, mais il s'est accroché à ça. Bon, je suppose ça aurait pu être autre chose, quoi. oui, mais Mais quand tu vois, il y a un exemple dans le livre, je me souviens plus comment il s'appelle, des justement des gens, justement, on a eu les géos des handicapés là, c'est formidable. Quand tu vois, il y avait, ce garçon là qui a fait un saut de trop en moto et qui avait les 2 jambes en moins et j'ai écouté une conférence et ce qu'il disait, c'était beau, tu vois? Moi c'est ça que j'aime, chaque mot était mmh magnifique et tu te dis: «Là, il y a moi j'ai besoin que la résilience soit belle». Voilà. mh. Donc Oui. quand tu vois tous ces gens qui moi j'ai une admiration folle pour tous ces gens handicapés qui vont, jusqu'au bout de leur corps pour prouver quelque chose et tout. Mais tu C'est parles ça de que Guillaume Depardieu aussi? Mmh. ouais. Bah, Guillaume, pas la même chose, hein. Non, Ah ouais, c'est différent, ça oui, c'est c'est différent. sûr que... Non, là je parle de je sais plus comment il s'appelle dans le livre là, j'en parle d'un jeune homme qui mais ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes et ils vont Oui, aussi jusqu'au bout d'eux-mêmes moralement. C'est-à-dire que quand tu les entends parler, ils ont quelque chose de divin, enfin de divin pas dans le sens de Dieu, hein, mais de quelque chose de plus grand qu'eux. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de plus grand qu'eux. Or Stephen Hawking, si c'est juste les maths, moi je trouve ça pas, voilà, c'est pas mon truc, hein, mais peut-être que tu as raison, hein, voilà. non, non, Oui, mais oui, après, mais non, c'est mais je disais ça dans le sens de se raccrocher à vraiment une passion et à c'est quelque ça chose, qui quoi. Ah Pour, oui, oui, me ah oui. oui, là fait tu as raison. passer ça, en Oui, fait. Ça pourrait être la ouais, musique, ça pourrait être n'importe quoi, en Oui, gros, c'est ça voilà. que vous dites. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. alors, Donc là, on parle des oui, résilients, hein. Finalement, on a bien commencé à alors en on va parler parler. des Donc, résilients alors. voilà. Alors, je commence par Victor Hugo parce que c'est une Ah oui. histoire que je préfère, je la Tu sais trouve que Victor tellement Hugo, c'est belle. notre ami sur la radio du Lotus, hein, avec Mmh. les émissions Spirit. Hein. Attention, c'est Ah vraiment, oui? il est toujours là. Ah oui, oui, Victor Hugo, on en parle souvent, nous, parce que comme le mardi, souvent, il y a des émissions sur la radio du Lotus qui parlent du spiritisme. Alors, tu penses bien qu'on en a parlé beaucoup de Victor Hugo. Hein. Ah, bah, c'est Eh génial. ben oui. Tu sais que Oui, oui. quand j'ai commencé décidé d'écrire ce livre, parce que l'univers me l'a demandé, hein, j'ai pas voulu l'écrire, c'est l'univers m'a dit que je devais l'écrire, j'ai dit: «Bon». Mais j'ai appelé Victor Hugo, j'ai dit: «S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Je voudrais que ce livre soit beau, voilà» et je trouve que ce livre est très musical et je me suis dit, voilà, il a vraiment dû m'aider quelque part, Oui, quoi. tu as choisi la bonne personne, en tout cas, c'est sûr, ça oui. Oui, oui. Voilà, Alors bah l'histoire de oui. Victor Hugo, je suis étonnée parce que les gens la connaissent pas et je la trouve assez magnifique. Donc Victor Hugo, bah, il dit: «Ma vie a été, jonchée de gloire et de désespoir» et c'est vrai que alors il a perdu son premier fils qui s'appelle Léopold et ensuite il a eu une petite fille qu'ils ont appelée donc Léopoldine et Léopoldine était d'une beauté extraordinaire, c'était un rayon de soleil,
Évidemment, son père l'adorait. Elle était tellement belle que beaucoup de peintres l'ont peinte tellement, elle était magnifique. À 16 ans, elle tombe amoureuse d'un garçon de très bonne famille qui s'appelle Charles Bacri, dont le père est entrepreneur, armateur, au Havre, et donc ils décident de se marier. Victor Hugo donne la permission que 3 ans plus tard parce qu'il veut rester avec sa fille, donc elle a 19 ans. Ils font, un magnifique mariage et Charles reçoit comme cadeau de mariage un petit voilier, et donc ils s'en vont dans leur maison, de campagne sur la Seine. Et ils décident, la météo, c'est le mois de juillet, il fait très beau, ils décident de traverser la Seine avec ce voilier pour l'inaugurer. Et au milieu de la Seine, il y a un coup de vent inattendu. Moi, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des coups de vent sur la Seine comme ça. Un coup de vent, j'ai essayé parce que je me suis dit: «Ça paraît tellement invraisemblable». J'ai essayé de faire des recherches partout. Ils disent que oui, que quelquefois, quand ça vient du Havre, en fait, il y a des coups de vent comme ça, très, très forts et très violents parce que justement très inattendus. Et le bateau se retourne et là, Léopoldine tombe, elle ne sait pas nager, Charles nage très bien et donc les paysans en face, sur l'autre rive, heu, disent qu'il a plongé 6 fois pour essayer de la repêcher. Il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir la repêcher et il s'accroche à elle pour mourir. Et là, c'est quand même, fantastique cette histoire de romantisme, et donc Victor Hugo a écrit des poèmes magnifiques sur ce qu'il appelle Charles «mon fils», du coup. Voilà, il faudrait les lire tellement ils C'est sont dans beaux. les contemplations, c'est ça? Et et heu et donc bon, bah, Victor Hugo, il va évidemment tomber comme, chaque fois, tout au fond de l'abîme. C'est un vortex, hein, c'est un tsunami, et après, il va aller effectivement vers le spiritisme, et le spiritisme va le sauver, ça va guider sa vie. D'ailleurs, il dit, heu: «Léopoldine, au début, elle me hantait et maintenant, elle me guide». Et il vit sa vie en sentant, tout à fait la présence de Léopoldine. Ce que je vis aussi, bon, je suis pas Victor Hugo là, mais ce que je sens aussi avec mon fils, cette espèce de protection de l'univers. Je me sens, protégée par l'univers, et quand je lis, effectivement les textes de Victor Hugo, on sent, effectivement qu'il a cette espèce de lien avec l'univers. Donc Oui, je suis d'accord avec toi, ça c'est vrai qu'on le ressent. Mais tu les as lus, Dorothée, toi, les cahiers Spirit, parce qu'ils sont sortis, les cahiers de Victor Hugo Spirit, avec toutes les communications et tout, c'est super intéressant. Je sais pas si t'avais ah lu ça. oui? Oui, oui, Non, oui. non. Ah, Ah ouais, je franchement, savais pas. c'est bien, hein. Ça s'appelle les carnets Spirit, je crois que ça s'appelle, et tu verras, c'est vraiment bien, quoi. Alors moi, je vais lire un petit peu, oui, d'accord, bah, j'écoute, je vais l'acheter, hein. Tu vois, quand il parle de Charles, il dit: «Puisque tu fus si grand, puisque tu fus si doux que de vouloir mourir, jeune homme, qu'à jamais l'aube en ta nuit brille, sois béni sous la pierre où te voilà couché, dors mon fils auprès de ma fille, dans l'éternel baiser de 2 âmes que Dieu tout à coup change en 2 étoiles». Voilà, C'est beau, hein. c'est Mm. c'est beau, hein? Ah oui, oui, oui. Voilà, on sent, effectivement. Et après, il y a tous les enfants apprennent ça sans rien comprendre, mais tu sais, «Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps». C'est quand il va sur la tombe de Léopoldine. Et il écrit c'est merveilleux, hein, c'est la Oui, oui, musique oui. qu'il y a dans ces Là, mots, c'est magnifique, c'est vrai, hein, quand t'entends rien que, même si, admettons que tu comprends pas forcément les paroles, on va dire ça, imaginons que moi je comprenne pas non plus, même les mots, rien que la sonorité, tu vois, déjà, tu le oui, ressens que c'est beau, quoi. oui, Mm. ouais. Alors après, il y Oui. a, j'aime bien parler de Mahler parce que c'est une bon, Ah oui, donc la résilience, parce que là, on va voir, 4 ou 5 exemples de résilience. La oui. première résilience, effectivement, ce que beaucoup de gens prennent, hein. Alors moi, je l'ai prise comme ça en Inde, aller vers le divin, lui est allé vers le spiritisme, mais c'est la même chose, c'est, Oui. se fondre dans l'univers. Mais Dorothée, pourquoi tu penses qu'on n'en parle pas trop de cet aspect-là de Victor Hugo? Est-ce que c'est parce que bon, on se dit oh non mais on va le faire passer pour finalement un illuminé. Alors bon, vaut mieux pas en parler de cette période-là de sa vie. Je sais pas, c'est vrai, on n'en parle jamais, enfin pas souvent, hein. Mmh. On parle beaucoup du spiritisme chez Victor Hugo quand même, qui faisait tourner les tables sans arrêt et tout ça. Ouais, mais je On trouve en pas qu'on en parle. parle de manière très, je sais pas, Non, je suis très d'accord avec sympa toi. quoi. Enfin, tu vois.
Oui, oui, oui. On en parle comme s'il il était Comme demeuré, si quoi. c'était un Mm. illuminé complètement demeuré. Voilà, c'est ça exactement, tu vois. C'est ça que je trouve Oui, dommage. Mais bon. je suis tout à fait d'accord, là. Ouais. Enfin, dans le livre, j'en parle bien, hein. Oui, oui, oui. Ah, mais non, mais toi, t'en parles bien, oui, mais justement, c'est ça. Heureusement. On n'en va pas parler sinon, hein. T'as raison. C'est sûr. Vas-y, je te laisse continuer avec Gustave Mahler, oui. Alors, Malheur, c'est intéressant parce que, bon, Malheur, c'est le meilleur chef d'orchestre du monde. Euh, il a une petite fille qui s'appelle Putsi, en fait, qui s'appelle Marianne, mais en fait, il l'appelle Putsi, qu'il adore. Et cette petite fille, alors, déjà, sa femme lui reproche parce qu'il fait que des symphonies très tristes. On connaît Mahler parce que on a vu Mort à Venise. Tout le monde connaît l'adagietto de Mort à Venise, qui est de Mahler, là. Effectivement, c'est très triste. Et elle dit tu peins le diable sur les murailles, parce qu'elle trouve que c'est pas normal, puisqu'il a des enfants en bonne santé, tout ça, qu'il soit aussi triste. Mais enfin bon, c'est son style. Donc il va perdre Puzzi, et là, il va vraiment être horriblement malheureux et il décide de partir. Il y a le Metropolitan Opera à New York qui cherche justement, parce qu'il fait concurrence au Manhattan Opera, et qui cherche un chef d'orchestre people. Et donc, il propose à Mahler de venir. Et Mahler dit bon, bah, c'est une façon de changer de vie. Et effectivement, il vend tout ce qu'il a. Il dit qu'il vend tous les endroits où Puzzi a été heureuse et qu'il veut plus voir sans elle, justement. Il passe par Paris, il part à New York, et là, il donne Tristan à Isolde. Isolde, il a un succès phénoménal. Et il dit le nouveau monde m'a sauvé la vie. Je trouve que c'est important de savoir que de changer d'horizon, de voyager, d'aller vers autre chose, c'est une forme de résilience. Voilà. C'est Oui. une deuxième forme de résilience que j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Bah, moi, ça m'a C'est parlé, hein, malheureux. forcément, parce que la Bah, musique, que bon, tu as heureusement. employé aussi, en Parce que partant quoi en Inde. Que tu as Je dis employé que, toi aussi. enfin, employé, c'est pas le mot, mais enfin, Oui. que tu as vécu Oui. aussi avec l'Inde. Oui. Ah oui. 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 Je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire le parallèle avec Mahler, mais c'est parce que Ben, moi j'ai cherché la lumière et lui a cherché à changer d'horizon. Tu vois, c'est pas le même voyage. Moi, j'ai vraiment fait un voyage, j'étais vraiment dans le noir. Je sais pas, c'est comme si quand ton âme quitte ton corps, parce que vous en rendez pas compte, mais vous vivez avec votre âme à l'intérieur et c'est une lumière. Si ta lumière te quitte, tu es dans le noir. Et là, effectivement, quand tu arrives dans le noir, je voyais vraiment des ombres noires. Et je me disais, je vais finir dans un hôpital psychiatrique, c'est pas possible. Il me faut de la lumière. Or, la lumière, où tu la trouves dans le monde, tu vois. Euh, C'était l'Inde comme ça, mais j'aurais pu aller ailleurs. Mais j'ai vraiment cherché où il y avait le plus de lumière. Alors que Mahler, il a cherché vraiment à changer d'horizon. Et vraiment, effectivement, je conseille l'Inde. Moi, j'ai un ami aussi qui a eu enfin bon, lui, il a perdu sa femme, mais je lui ai dit: «Tu pars en Inde, quoi. C'est bien», et il est parti 3 mois en Inde. Il a écrit un livre d'ailleurs, François de Witt, c'est La preuve par l'âme. Et Ah, mais oui, ça me dit quelque chose en plus, ce livre-là. ouais, Oui, oui, oui. La preuve par l'âme, bah, il est décédé maintenant, mais Mhm. c'est un très beau livre. Et donc effectivement, oui, mais tu as raison. Voilà, le voyage, changer d'horizon, ça peut sauver. Alors après, il y a un exemple que j'aime bien, d'ailleurs j'ai commencé par elle parce qu'elle m'impressionnait, c'est Albina Dubois-Rouvray. Donc Albina Dubois-Rouvray, quand on en parle comme ça veut rien dire, mais quand on parle de Balavoine et de son fils, donc le fils d'Albina, heu, faisait le Paris-Dakar avec, Daniel Balavoine et Thierry Sabine, et ils sont partis tous les 3. Il était pilote d'hélicoptère. Ils sont partis tous les 3 dans cet hélicoptère et ils se sont scratchés. Donc Albina a perdu son fils. Il y a eu Thierry Sabine et Daniel Balavoine sont morts aussi dans cet accident. Là, les gens, ils se souviennent de ce choc. Et Albina était productrice de cinéma, c'est une grande productrice de cinéma. Elle était très 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 riche parce que son grand-père était un des hommes les plus riches du monde. Il avait toutes les mines d'étain de Bolivie. Et elle a vraiment sombré parce que c'était son fils unique et qui avait 24 ans. Elle comprenait pas en plus parce qu'il était pilote d'hélicoptère. Il avait déjà fait 300 C'était sauvetages énorme, hein, ce qu'il avait fait déjà, hein, de base, hein, en franchement. montagne. Bah oui. Oui,
ils se prennent la seule dune pas marquée sur les cartes à 40 km à la ronde, voilà. Et au bout de 2 ans, il y a son meilleur ami, qui s'occupait de Médecins sans frontières, qui est Bernard Kouchner, qui a décidé d'aller la chercher en Suisse dans son chalet et qui lui a dit: «Tu viens avec moi au Liban». Elle a dit: «Mais je suis pas capable de me lever, de». Il lui a dit: «Je fais ta valise et tu viens avec moi». Alors ça, c'est ce qu'on appelle un tuteur de résilience. C'est-à-dire que si Albina n'avait pas eu Bernard Kouchner, je pense qu'elle s'en serait pas sortie. Alors elle est partie avec Bernard Kouchner au Liban et elle a dit de donner, des médicaments. Je me suis rendu compte que donner, ça pouvait sauver la vie. Et donc là, elle a vendu tout ce qu'elle avait. Elle avait le plus grand rubis du monde et tout. Elle est arrivée quand même à 100 millions de dollars et elle a décidé, elle voulait pas sauver, elle voulait pas faire de charité, elle voulait sauver comme son fils sauvait. Elle a monté une association du nom de son fils, FXB International, et elle a décidé, je trouve ça très mignon, d'acheter, aux femmes, de donner un capital aux femmes en Afrique de 150 euros. Et en fait, 150 euros, on achète une vache. Une vache, c'est un cheptel, il y a des veaux, il y a du lait qu'on peut vendre au marché. Et en fait, c'est le début de la richesse. Et donc, elle a sauvé comme ça des centaines et centaines de femmes. Et puis après, elle a fait des hôpitaux contre le sida pour les orphelins. Enfin, c'est inimaginable tout ce qu'elle a fait. Et donc elle, ce qui l'a sauvée, c'est d'avoir un tuteur de résilience. Donc en fait, quand on voit ça, il y a quand même beaucoup de façons d'aller vers la résilience. Il y a, le spiritisme, le voyage, le tuteur et puis on va en voir d'autres avec, Stéphanie Fugain. Oui, mais Donc regarde, par exemple, c'est une manière aussi de se rapprocher de leur enfant. Par exemple, elle de son fils. Enfin, moi, j'y crois, ça. oui, Je pense qu'il oui, y a quelque chose, c'est une connexion aussi qui continue. Et, enfin, tu vois, je sais pas, ouais. je le vois comme ça, quoi. Ah mais tu as tout à fait raison, d'ailleurs elle le dit. Elle le dit: «En fait, je voulais continuer, mon fils il sauvait avec son hélicoptère dans la montagne Oui, oui, et moi je voulais, sauver aussi comme je comme il continuais faisait. son œuvre». Oui, Voilà, c'est d'une ça. manière. Et ça, je trouve Oui, ça vraiment génial, quoi, tu vois. Ça, ah, c'est bien. oui, ouais. Bah oui, Donc, c'est oui, bien. Non, mais c'est bien de savoir aussi que de faire le bien te sauve. Oui, Tu vois, c'est une idée. Mmh. À la rigueur, on n'est pas obligé de faire comme elle, de dépenser 100 millions, mais à la rigueur, quelqu'un qui va mal, tu lui dis: eh ben, va faire du bien, ça va te faire du bien». C'est difficile à accepter, c'est... mais Oui. on peut le Non, mais dire c'est vrai, mieux, tu hein. peux te C'est dire ça. diplomatiquement. C'est facile à dire, tu vas te dire oui. C'est ça, quoi, mais bon. Oui. Donc, Non, mais oui, on peut le dire plus diplomatiquement, mais c'est ça. tu vois, emmener quelqu'un faire du bien, une maraude le soir, donner à manger aller donner une bouteille de vin, voilà, en maraude le soir, ça peut sauver quand même quelqu'un qui est centré sur sa douleur, tu vois? Sortir de sa Oui, oui, douleur. Peut-être oui, qu'il je suis des choses d'accord. à creuser là, Mm, mm. voilà. Donc, Une question il y a des sur questions. le Ah, vas-y. bah, justement, est-ce que le tuteur de résilience est lui-même résilient? C'est Hélène qui demande ça. Oh ben non, mais elle est trop psy, Ça doit être ça, je pense. c'est T'es pas mon psy, Hélène, ou niveau. quoi? Et comment elle s'appelle? Hélène. Hélène. Ah, Hélène, elle est trop forte. Moi, je sais pas. Alors, Bernard Kouchner, je l'avais rencontré une ou deux fois. Ça m'étonnait qu'il soit président de Médecins du Monde parce que je le trouvais pas lumineux. Alors, je suis pas d'une intelligence extraordinaire, mais je sens les ondes. Et je ne trouvais pas. Autant chez Albina, j'ai senti, chez tous ces gens que j'ai rencontrés, j'ai senti des ondes, des belles ondes. Autant, enfin, j'ai déjeuné 3 ou 4 fois avec lui. J'ai jamais senti ça chez lui. C'est bizarre, j'ai senti que de l'ego. Mais quand même, il a fait énormément de bien. Donc, mais il a peut-être pas besoin d'être résilient. Je pense qu'il était d'un milieu privilégié. Il était assez beau et il était assez courtisé. Enfin, tu vois, je l'ai rencontré. C'était pas quelqu'un qui m'a impressionné par. C'est pas l'abbé Pierre, quoi. Donc, peut-être qu'il gérait très bien son truc et qu'il faisait les choses très bien. En tout cas, il a été chercher Albina, donc c'est bien. Euh, Maintenant, je pense pas qu'il faut être résilient pour être tuteur de résilience. Parce que moi, quand j'ai voulu partir en Inde, évidemment que la psy que j'avais à ce moment-là, qu'on m'avait attribuée à l'hôpital, m'a dit: vous tenez pas debout, évidemment, vous ne pouvez pas partir tout seul, toute seule. Et là, j'ai trouvé un copain, mais qui est pas du tout dans la résilience, qui est complètement, qui venait de prendre sa retraite
et toucher un gros chèque de sa société et qui m'a dit: «Ah bah, je sais pas quoi faire de ma vie, je vais t'accompagner». Heu, il y avait aucune résilience chez lui. Il profitait de faire un voyage en Voilà, il bon, voyageait, il était content, puis ouais, voilà, il est avec toi, quoi. voilà. Moi, je Mm. savais voyager en plus, il voulait pas partir tout seul, il a sauté sur l'occasion. Donc, je sais pas. En tout cas, c'est forcément j'exagère de dire du mal de comme ça de Bernard Kouchner. Je vais me faire incendier par je sais pas qui. Heu, je pense pas qu'il faut être résilient pour être tuteur. Je Mais pense à la qu'il faut base, aider même la si c'est personne. son ego, je veux dire, il a quand même, vu énormément de souffrances humaines, quoi, Oui, donc c'est vrai. Non, mais je suis méchante, hein, c'est vrai. Non, mais ça T'as vu comment t'es, Dorothée? Non, mais franchement. ouais, oh non, mais je vais repartir en Inde, j'ai honte. Non, mais je te comprends. Après, c'est vrai que quand tu ressens les ondes comme ça, les énergies des personnes, mais voilà, c'est ton ressenti à toi, et puis voilà, c'est très bien. Alors, il y a une autre Oui, remarque, non. je pense, sur le chat, et il y a toujours du monde, hein, c'est bien. alors, Noémie dit: «La résilience permet donc de retrouver du sens à la vie, à transcender la souffrance. C'est un sujet très intéressant». Oui, Voilà. Et oui. Sabine Merci, dit merci. Oui. ah pardon, Sabine pose la question: «Être résilient, c'est souvent se confronter au jugement des autres?» Non, c'est une question. Alors, une fois que tu es résilient, tu en as plus Tu rien t'en à fous, foutre du en fait, jugement en des gros, c'est autres. ça. T'as raison, Alors c'est bien. franchement, tu as dépassé de telles montagnes, tu as tellement ramé, tu as tellement, changé de choses en toi, il y a plus que l'essentiel en toi. C'est-à-dire, tu vas vers ta légende personnelle et tu es connecté avec l'univers et ça te donne, et avec l'amour de l'univers et vraiment les jugements des autres, à la rigueur, tu te dis: «Ah mais ça, c'est une jeune âme, elle en est là, quoi». Disant: «Bah, il nous faudra encore peut-être, 10 000 vies pour, comprendre les choses». Donc c'est, non, c'est pas la question, le jugement des autres. Alors par contre, effectivement, où elle a raison, où est comment elle s'appelle? Sabine. Ah, Sabine, oui. Sabine, où elle a totalement raison, c'est qu'effectivement, je parle jamais aux gens «normaux» entre guillemets, des connexions avec mon fils parce qu'il dirait: «Elle est complètement perchée». Déjà mon mec, il trouve que je suis perchée, alors que vraiment on le voit quoi, les ampoules qui bougent pas et tout. Oui, voilà, c'est Heu, concret en plus. Alors là, tu le vois, c'est donc concret et oui, oui. déjà il me trouve perchée alors, lui, le jugement des autres, Mm, mm. heu, Je comprends. je pense quand même que, quand on a traversé une épreuve, on est tellement plus dans l'empathie, on sent tellement plus les ondes qu'on va pas vers le danger. Quand vous pensez que quelqu'un peut être dans le jugement et pas dans la bienveillance, vous éludez, vous n'allez plus vers le combat. C'est plus très intéressant. Vous n'avez plus rien à prouver, en fait. Voilà. Mmh. Non, merci beaucoup pour ta réponse, vraiment. Bah, C'est non, merci pour la question, Sabine. voilà. Alors, tu voulais parler de Stéphanie Fugain? Alors oui, Stéphanie, j'adore Stéphanie et elle est formidable, donc Stéphanie, elle rencontre Michel Fugain, c'est le grand amour, elle s'occupe de Michel L'époque du Big Fugain et puis Bazar et tout. oui, elle fait la conciergerie en fait de Michel Fugain, elle est danseuse à la base, elle donne des cours de danse. Elle a sa fille Laurette qui tout à coup déclare une leucémie et elle va se battre pendant 11 mois avec Laurette, pour essayer de la guérir. Alors, elle se rend compte, et Laurette aussi, qu'en fait, il n'y a pas assez de plaquettes de sang, pas assez de sang, pas assez de plaquettes de sang et que donc on donne ces plaquettes qu'aux enfants qui vont s'en sortir et que ceux qui n'ont pas beaucoup de chances de s'en sortir, on ne leur donne pas. Et Laurette dit à sa maman: «Écoute, si jamais je guéris et je sors d'ici, heu, on je vais consacrer ma vie à dire aux gens: "Il faut qu'il y ait des plaquettes pour tout le monde parce que c'est trop inhumain"». Et sa mère dit: «Je te promets, on fera ça». Voilà. Après, bah, Laurette décède et puis là, effectivement, Stéphanie plonge. Son père meurt, 3 mois après non, sa mère me qui était le soleil, de la famille, meurt 3 mois après. Son père, du coup, de ce fait, se pend et Michel la quitte pour une jeune femme qu'il a rencontrée dans un bar. Alors là, elle dit à sa meilleure amie, Stéphanie, elle dit à sa meilleure amie Christelle: «Écoute,
j'ai trop envie de mourir. J'ai vraiment envie de mourir. J'ai perdu, toutes mes cellules, tout ce qui me raccrochait à la vie. Je n'ai plus la force de vivre et sa meilleure amie, alors qui est une espèce de tuteur de résilience aussi dans ce cas-là, lui dit: «Écoute, bah, oui, tu as raison, tu vas vers la mort, tu as raison, mais avant, tu as fait cette promesse à Laurette de travailler pour qu'il y ait des plaquettes dans les hôpitaux. Alors au moins tu tiens ta promesse et puis après tu verras, si tu as envie de mourir ou non, voilà». Et donc Stéphanie lui dit: «Tu as raison, je vais monter une manifestation». Elle monte une première manif là pour, recueillir des dons et elle a, énormément d'argent qui arrive, énormément de soutien et tout et là elle dit: «J'ai trouvé ma vocation. En fait, j'ai trouvé, que plutôt que de faire juste la conciergerie de Michel Fugain, tout à coup, je suis devenue entrepreneuse». Elle a changé les choses, Stéphanie. Dans les hôpitaux, il y a suffisamment de plaquettes pour tout le monde, il y a des robots, pour chaque enfant pour qu'il suive les cours dans sa classe. C'est formidable tout ce qu'elle a fait et elle dit maintenant: merci Laurette, parce que jamais j'aurais cru que j'étais capable de faire tout ça». Donc en fait, là, il a rattaché, c'est le projet et le projet et la promesse. C'est-à-dire qu'on se dit, «OK, j'ai envie de mourir ou je suis plus capable d'affronter la vie, mais je dois faire ça avant» et ça, c'est très fort. Voilà, Donc c'est ça a un changé beaucoup, beaucoup de choses finalement, que ce soit dans les hôpitaux ou autre. Ce qu'elle fait, Stéphanie, ah oui, ça a mmh, une évolution, oui. on est d'accord. Ah oui, Alors, ah donc oui, 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 mais j'ai une, toutes j'ai ces une- femmes sont extraordinaires. Oui, c'est ça, voilà. Parce que, excuse-moi, j'ai une question. Bon, je vais un petit peu loin, hein, donc ce sera peut-être pas la résilience, mais c'est pas grave. Tu sais, est-ce que tu penses que, ça dépend de tes croyances, mais que des personnes comme sa fille, par exemple, euh, ont choisi, par exemple, avant de naître, ce qui allait se passer pour faire avancer le monde, justement, par rapport aux plaquettes, à la médecine et autres. Est-ce que tu penses que ce serait une mission qu'elle aurait eue, elle, avant de naître, quoi, finalement? Il y en a beaucoup qui le disent, hein. Il y en a beaucoup qui disent qu'on arrive sur terre avec, un contrat signé et que voilà et qu'on est là pour, réaliser sa mission de vie et que peut-être que c'était la mission de Lorette. Je sais pas, je peux Enfin, pas je sais pas, savoir hein. Quand exactement je tout t'entends, ça, c'est Voilà, vrai hein. que j'y ai pensé, quand on c'est pour. avait reçu Alexandra Gabriel, nous avait Oui, expliqué que dans le thème numérologique de Coluche, c'était oui. l'humanitaire qui était omniprésent et pas le côté spectacle. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Mais Mm. là, je suis d'accord, mais là, si tu veux qu'on décide de notre contrat de vie avant d'arriver sur terre et dans notre réincarnation, tous les bouddhistes le pensent. Maintenant, pas les chrétiens. Donc en fait, je ne sais pas, mais moi personnellement, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi, Michael, que D'accord. Mais c'est vrai que ouais, c'était une voilà. supposition après, hein, voilà, c'était pour aller Et un petit peu loin. si tu veux aller plus loin, si Jésus est mort, c'est effectivement pour acheter tous les péchés, Oui, tiens, bah t'as du raison, monde. voilà, on va aller plus loin, exactement. C'est ça. C'est vrai que Alors, tu on vois, veut t'y es plus allé loin. vraiment. Voilà, c'est ça, quoi. Il y a ce livre formidable de René Girard, Et j'ai vu Satan lancer des éclairs. Tu l'as pas lu? Non, je connais Un pas, non. livre, Mm. ben, un livre extraordinaire, où il dit justement, bah, là, il y avait le mal et le bien, et le mal, comment, il y a toujours eu le mal et le bien, et le mal commençait à gagner. Et Jésus, qui était innocent en donnant sa vie, bah, le mal a perdu. Il mettra peut-être du temps, mais de toute façon, il a perdu parce que la mort d'un innocent comme ça, qui donne son sang euh, bah, voilà, pour acheter Oui. le mal, voilà, Oh, oui, non, mais c'est très ça me fort. parle, en fait, c'est très fort comme message, enfin, voilà, quoi. En tout cas, c'est intéressant parce que ce soit Stéphanie Fugain ou France Gall, elles ont passé des moments terribles et Oui, maintenant elles disent merci à la mais elles j'allais ont t'en dit parler, merci c'est à la marrant, vie. tu as lu dans mes pensées, parce que j'allais te parler de France Gall, parce que moi je l'avais entendu hein, quand elle parlait de sa fille, hein, Pauline, qui était décédée, et vraiment j'avais trouvé ça hyper fort, parce qu'elle avait dit, bah, j'ai eu de la chance de l'avoir connue, ma fille. Elle a pas dit, mince, je l'ai perdue, et c'est ça, elle a dit, j'ai eu de la chance de l'avoir connue, c'était une chance exceptionnelle, et que c'était pas donné à tout le monde. Enfin, elle a remercié pour ça, de l'avoir connue, quoi. Ah oui, mais c'est même plus fort que ça parce que bon, je la connaissais un peu parce que je travaillais un peu avec Michel Berger Mhm. et effectivement, c'était une petite fille gâtée, hein, Oui, France.
Son père lui avait été le parolier d'Édith Piaf, il lui avait offert Sacré Charlemagne. Après, elle était sortie avec Claude François, avec Julien Clerc, et puis elle avait Michel Berger qui lui servait ses chansons sur un plateau. Ah bah un beau plateau d'argent, oui, ça c'est Mm. sûr, hein. Oui, alors franchement, bon, petite bourgeoise gâtée. Et Mhm. puis elle perd son mari, elle perd sa fille Pauline. Et là, effectivement, là, je l'admirais parce que je me suis dit, c'est vrai qu'elle a quand même cette force, parce qu'elle est partie à Ngor, là, dans sa maison du Sénégal. Et puis elle a décidé, elle a dit, je vais monter un opéra rock. Et en fait, c'est la première fois qu'elle faisait quelque chose toute seule, sans être cornaquée. Et elle a monté donc Résiste, cet opéra rock, et j'étais à la première, et effectivement, elle a reçu une standing ovation de 10 minutes. Et en fait, j'étais sidérée parce que j'ai vu sur la, la première page de gala, on le voit toujours d'ailleurs, France Gall qui déclare: je n'ai jamais été aussi heureuse. Alors, cette fille, elle a Oui. perdu son mari, sa fille, elle a eu un cancer du sein. Mhm. D'ailleurs, après, elle est décédée. Et elle dit: je n'ai jamais été aussi heureuse. Et elle dit aussi merci à Pauline, parce que jamais j'aurais été au bout de moi-même comme ça, à monter un opéra et à rencontrer le succès. Oui, oui, oui. Le succès toute seule, hein. Oui, Voilà. oui, c'est vrai, mais je l'avais entendu aussi, alors qu'elle avait dit qu'elle arrêtait la scène quand sa fille était malade. D'ailleurs, Michel Berger, il était vraiment déçu, que il était pas bien de ça, d'ailleurs, qu'elle avait arrêté la scène pendant un bon bout de temps, et finalement, elle a tout repris après qu'elle ait perdu ses êtres chers, finalement, quoi. Oui. Donc, en fait, comme ça, un projet comme ça, et puis le mener toute seule et à bien, tu vois, c'est aussi, en fait, Oui, ça sauve beaucoup de gens, le projet. Si tu vois, il y a beaucoup d'hommes euh, qui sont bon, par exemple, s'ils sont au chômage et tout ça, ou s'ils perdent leur société, si tu leur proposes un projet, ça les sauve. Le projet, c'est quelque chose de très fort. Maintenant, euh, je pense que quand tu as connu un traumatisme, l'univers, enfin j'en suis sûre d'ailleurs, il te met justement des petits cailloux blancs comme ça, des opportunités, et tu les prends ou tu les prends pas. Et moi, malheureusement, ma sœur est décédée, et ma petite nièce, elle ne s'en sort pas. Elle a perdu sa mère, elle a perdu son frère. Euh, L'univers n'arrête pas de lui mettre des petits cailloux, elle ne les prend pas. Tu vois, il y a des gens, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas accepter la vie. Peut-être qu'elles se sont coupables de ne pas être mortes à la place de son frère, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles refusent les opportunités. Mais la vie, elle te met des opportunités de projet. Et la résilience, c'est aussi de prendre ça, de voir ces petits cailloux blancs. oui, oui, c'est sûr. Il y a encore, alors là, Dorothée, j'espère que tu es prête parce qu'il y a encore des questions, hein. Oui, Voilà. mais je suis Une ravie, question. hein. Mais oui, Mais j'ai encore 2 trucs à dire après. vas-y, mais t'inquiète pas, ça va, tu peux. Bon, Vas-y, Alors, il y a vas-y, une Kat. d'accord. Mmh. question de Yannick. Peut-on être trop résilient au point de ne plus reconnaître ses propres besoins, s'oublier pour oublier? Bah oui, oui. Oui, et en quoi ça serait mal? Je veux dire, en quoi ce serait mal d'être trop résilient? Parce que Bah, il veut dire il oui, y de a s'oublier, de penser plus aux autres qu'à soi-même, quoi, en gros, c'est ça, non? oui, Je et pense. je pense que c'est pas anodin. C'est-à-dire que si on choisit ça, c'est parce que ça nous fait du bien de penser plus aux autres qu'à nous. Je veux dire, on doit y trouver son compte, non? Parce que sinon on le ferait pas. Heu, je pense que, voilà, si tu as eu un traumatisme, tu t'es trouvé à travers ce traumatisme, et qu'à partir de ce moment-là, tu peux donner énormément comme a donné Albina et tout ça, parce que c'est toi, tu t'es trouvé, donc après tu peux aller trouver les autres. C'est infini. C'est infini après tout ce que tu peux Mhm. donner. Mais bon, alors peut-être que de temps en temps, il faut se recentrer, voilà, il faut se recentrer sur soi. Mais Je pense quel est le aussi, hein. danger là? Oui, il faut Non, se mais je recentrer pense que sur c'est soi. bien aussi. Sans doute physique, Ah! enfin, je suppose. Ouais. Non, mais de toute façon, il faut toujours se recentrer, hein. Je veux dire, je suis toujours étonnée, bon, je vais beaucoup en Inde. Les gourous là que je rencontre, les sadhgurus et tout ça, ils disent: «On vous donne rien,
on ne vous donne rien. On est des phares et vous vous branchez sur cette lumière ou vous ne vous branchez pas. Et c'est votre choix. Et il y a une espèce justement dans ces bouddhistes, une espèce d'égoïsme énorme parce qu'ils sont eux et c'est une lumière et tu dois te servir. Mais eux, ils sont pas, tu ne comptes pas pour eux. Je sais pas comment dire, on n'a pas l'impression d'exister, on a l'impression qu'ils existent et qu'ils donnent, mais ils restent entièrement eux. Alors peut-être qu'effectivement, trop donner peut arriver à la dispersion et que là, ça peut devenir dangereux. Et ça, c'est très occidental. Nous, on est très dispersés en Oui, c'est Occident. vrai aussi. Oui. Il y a aussi le sac. Ah, vas-y, pardon. Mais c'est bien, il y a plein de questions. Qui réagit et qui dit, est-ce que ce n'est pas une façon de se perdre et de refuser de se confronter au deuil, une forme de déni en s'oubliant? Mais je vois pas ça comme ça parce que je vois pas comment on peut s'oublier parce que euh, on, on est dans un manque tellement absolu que de toute façon, il faut le remplir. Ce que les auditeurs ont l'air de dire là, c'est qu'on peut mal le remplir peut-être, mais en quoi on pourrait mal le remplir? Du moment qu'on le remplit, c'est déjà formidable, c'est déjà extraordinaire. La seule chose, c'est de rester dans ce manque, dans ce vide et de s'y complaire. Bon, ça, je pense que c'est névrotique. Mais le reste, tout ce qu'on fait, c'est bien, quoi. Il faut pas non plus se flageller ou pour se poser des questions et tout ça. Je pense que tout est bien. Il y a aussi le sacré, la résilience qui va ensuite vers le sacré. Ouais, c'est ça, c'est bien. Et ça, c'est Mais on y bien. va. Tu vois, c'est génial. Ouais. Ouais. Mais de toute façon, il y a du sacré dans la résilience. Oui. Parce qu'à partir du moment où tu te branches vers ce que tu as de plus beau en toi, de plus fort, bon, bah, de toute façon, c'est bien, c'est beau, quoi. Non, mais c'est ce que Alors, j'ai trouvé. Vas-y, tu je vais voulais dire. expliquer Vas-y. quand même, oui. Jacques Lecomte, là, qui est un des psychiatres du livre, là, il explique la chambre noire et je trouve ça intéressant. Euh, bon, voilà, il dit, en fait, qu'est-ce que le traumatisme? C'est comme si vous aviez une maison où tout est beau, vous avez bien arrangé, toutes les pièces sont bien décorées, il y a de la lumière partout et tout. Et dans cette maison, il y a une chambre où il n'y a pas de fenêtre, toute noire, pleine de poussière, de remugles, de débris. Et vous savez qu'elle existe. Et vous avez deux solutions ou vous la fermez vous mettez une porte blindée, vous la fermez à double tour et vous n'y allez jamais. Et c'est pas la bonne solution parce que les remugles feront que la chambre va bouger, que la porte va sauter et qu'au bout de 10 ans ou 15 ans, tout à coup, tout va vous sauter à la figure et va vous asphyxier. Ça, il avait étudié l'inceste et ça, c'est dans les cas d'inceste. Il dit c'est très souvent comme ça. On laisse la meurtrissure, la chambre noire, et au bout de 10 ans ou d'un certain temps, ça vous saute à la figure et là, c'est très dangereux. Il y a une deuxième solution, c'est de laisser la porte ouverte et d'y aller tout le temps. Et là, vous vous en sortez pas parce que vous êtes tout le temps dans la poussière et vous devriez tout le temps être en train de nettoyer et vous n'y arrivez pas. Il dit, la bonne solution, c'est de savoir que cette chambre noire existe, c'est d'y aller de temps en temps, de pleurer, parce que pleurer, ça lave la poussière, et puis de ressortir et de refermer la porte en sachant que ça existe. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien cette histoire, parce que je me suis dit, bon, ben alors, Noël, il y a des fêtes qui sont difficiles quand même, la fête des mères et tout, eh bien, je me dis, bon, ben voilà, je suis dans la chambre noire, bah ça va la laver un peu de pleurer, et puis après, je sais que je vais ressortir et retrouver mes pièces que j'aime. Voilà. C'est une métaphore, mais je la trouve jolie. Non, mais c'est bien. Je trouve que ça, c'est pareil. Ça aide aussi, quoi. Oui, Oui, Caro, tu voulais dire. voilà. Ah non, je croyais. Excuse-moi, d'accord. Non, je n'ai rien dit. D'accord. C'est parce que t'es médium, donc je Alors, pensais que je t'ai entendu. Mais oui, moi je pensais à une chose aussi. On parle souvent, enfin, de résilience par rapport aux parents qui ont perdu un enfant, mais
ou un mari qui perd sa femme ou inversement. Mais c'est vrai que le rôle des frères et sœurs est super important Ouais, tu aussi. raison, tu raison. Ah oui, mais tu as raison et d'ailleurs je me le reproche beaucoup parce que j'ai absolument pas fait attention à la souffrance de ma fille et d'ailleurs je lui ai demandé pardon après le livre parce que je m'en suis rendu compte. Pour les frères et sœurs, c'est extrêmement dur parce que d'abord, ils se disent que, les parents n'auraient pas autant souffert. Ils voient la souffrance des parents. Ils se disent Mmh. inconsciemment ou non que les parents n'auraient pas autant souffert en les perdant eux. Ils se demandent pourquoi c'est leurs frères ou leurs sœurs qui sont morts et pas eux et ils perdent toute leur enfance. Ils perdent leur enfance et en plus, ils perdent le bouclier, parce qu'un frère et une sœur, c'est comme un bouclier dans la vie, le bouclier qui peut, les protéger dans la vie. Donc ils perdent énormément et en plus, leur souffrance n'est pas reconnue parce qu'on ne pense qu'aux parents. Donc et c'est une effectivement, c'est bien d'en parler parce que, je trouve que c'est très Mmh. minimisé la souffrance des et d'ailleurs Marie Fugain, la sœur de Laurette avait écrit: «Et moi», un petit livre, «Et moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais». Mmh. Voilà et Bah, dans ton livre, tu parles de Charlotte Gainsbourg, de Joaquin Phoenix, de ouais, voilà, ouais, ils ont tous perdu frères, sœurs. Oui, mais oui c'est très et dur. c'est énorme et je vois ça aussi avec, ma fille qui a perdu donc son frère et ça lui manque tout le temps parce que c'est une famille, c'est je sais pas, un frère, c'est quand même, quelqu'un qui t'amène, qui est un complice dans la vie. Voilà, c'est vrai que je trouve que c'est pas assez reconnu la souffrance des frères et sœurs. Ouais. Alors je voulais finir par, une histoire que j'aime bien, que raconte la Cité catholique, qui est le diable et le découragement. Alors, c'est une histoire, hein. Il y a le le diable qui, heu, qui décide de se retirer des affaires, qu'il en a assez et donc il veut vendre tous ses outils. Alors il fait, une vente de ses outils. Alors il y a, la haine, l'envie, la jalousie, la luxure, il y a tout ça et à des prix, voilà, ça voilà, plus ou moins forts et il y a un client qui s'approche de lui et qui lui dit: «Mais je comprends pas, là, cet outil-là, c'est le plus vieux, le plus moche, le plus usé et vous le mettez à un prix exorbitant» et le diable lui dit: «Ah oui, 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 celui-là, c'est le découragement et le découragement, c'est ce dont je me sers le plus parce que avec le découragement, je peux entrer chez n'importe qui et après, faire ce que je veux. Donc c'est effectivement pour ça que je le mets très, très cher et en fait, le diable, du coup, il a vendu tous ses outils, mais il a gardé le découragement. Donc en fait, il faut penser que quand le découragement arrive, heu, bah, c'est le dernier outil du diable et il faut se dire: «Ah non, 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 ça rentrera pas chez moi». Ça va pas aller, on va aller plus loin que ça, et puis c'est bon, hein. Oui, Ouais, c'est une belle voilà, histoire, j'aime beaucoup, vraiment. Ah oui, oui. c'est mignon. Oui, c'est Voilà, vrai, c'est vrai. Eh ben, voilà. ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. En tout cas, vraiment, Dorothée, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu nous as expliqué. Merci. Voilà, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, ben, moi non. Dorothée, si tu as quelque chose à rajouter, Bah, bien moi, sûr. j'avais une Ah, vas-y, question. c'est bien ça. Oui. Savoir ce que tu penses justement de cette forme de résilience qui est hyper méga rapide. Enfin, le cas de Patrick, Sébastien, qui est remonté sur scène, le soir même alors que son fils venait Oh, de oh, mais si Carlos d'avoir un lui avait pas dit de accident. remonter, il aurait pas remonté, il serait peut-être mort, quoi. Oui, mais il aurait pu dire non, je veux dire. Mais Ah oui. voilà, de remonter directement, on dit remonter en selle directement, mais est-ce que ce n'est pas, enfin, «dangereux» entre guillemets? Est-ce que enfin, je ne sais pas, d'être Bah, tu as aussi vu le rapide? oui, bah, il y a pas que Patrick Sébastien, hein, Oui, il oui, y non, a, non. tu as vu, il y a Poivre d'Arvor qui a dit, Mmh. il a d'ailleurs été très critiqué après la mort de Solène. Il a dit le JT le soir même. Il y a aussi, celui qui a joué La Cage aux folles, là, Michel Serrault, Mmh. il est parti sur même Catherine Deneuve, elle a perdu sa sœur, dans un accident de voiture là. Le lendemain, elle était sur le tournage, hein. Et c'est ce que disait Albert Moukébert, là, le neuropsychiatre, hein, qui parle de ces cas-là, en disant,
ils ont perdu, le cerveau a perdu le rôle de père ou voilà, mais ils ont encore le rôle de leur travail dans la tête. Et donc, ils mettent tout ça sur ce rôle-là. Ils en ont besoin pour survivre. Et si ils enlèvent à la fois le rôle du père et l'autre rôle, pour les hommes, hein, surtout les femmes, elles ne le font pas, hein, c'est que les hommes. Et ben, ils vont se perdre. Et donc, ils sentent qu'ils vont se perdre et ils le font. Moi, je trouve qu'il faut un courage. Je ne sais pas comment ils ont fait, hein, parce que moi, j'aurais été, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que Patrick Sébastien n'arrête pas de le dire. Carlos lui a sauvé la vie en lui disant non, j'irai pas à ta place, tu y vas. Ça va être terriblement difficile, mais tu vas recevoir de l'amour. C'est vrai que le public donne de l'amour, et ça, c'est très important de recevoir de l'amour en ce moment. Oui, Voilà, ça je c'est trouvais que sûr. c'était assez Ouais. bien comme Oui, définition. oui. Ouais, Et bah, puis, Carlos, et puis on il peut a être dit, résilient sans l'exprimer publiquement, sans exprimer sa douleur forcément publiquement aussi, de toute façon. Après. ouais. Alors dis donc, je voulais dire quand même à tes auditeurs qui écoutent, achetez le livre parce que les droits d'auteur vont aux Oui, associations. c'est bien, merci Hein. de le dire. J'allais te demander d'en parler, donc c'est très très bien. Merci beaucoup, tu vois. C'est Alors, parfait. avec les droits d'auteur, là, j'ai fait un chèque de 1890 là, l'année dernière à Stéphanie Fugain. J'en ai fait un autre de 500 à la Maison de Solène. Et donc, si vous achetez le livre, eh ben, il vaut 16 €, mais vous faites une très bonne action. Et en plus, voilà, il est intéressant. Je C'est confirme. fini pour ma pub. Mais c'est bien que tu parles des associations parce que c'est important, hein, vraiment. Oui, en fait, il y en a beaucoup d'exemples. Patrick, le comment il s'appelle? Patrick Chenet. Ouais, je vais y arriver, je suis fatiguée. Patrick Chenet, il a monté aussi son association pour Ferdinand et tout ça. Ça sauve aussi, hein. C'est une façon de donner. Donner, ça sauve quand même. Et voilà. Et contre les chauffards au volant. Et j'aime beaucoup. Alors, c'est amusant parce que les gens ils me disent à chaque fois l'interview qu'ils préfèrent, et c'est toujours différent. Et j'ai trouvé que Patrick Chenet, que je connaissais pas bien, hein, il était j'aime beaucoup son interview, je le trouve très intelligent. Mais après, tu sais, c'est bien que tu le dises, hein, tout ça c'est très important parce que bon, on connaît pas forcément toutes les associations et puis c'est bien de le dire au public, donc merci. Et puis bah encore une fois, voilà, acheter le livre et puis on apprend plein de choses et voilà. Donc moi en tout cas ça m'a bien plu et Caro aussi on en a parlé, donc c'est très très bien. Ouais. Dorothée, merci beaucoup Ben, vraiment. merci, Merci beaucoup. merci à vous, hein, et puis Et j'espère puis à bientôt. bah j'espère Parce que, aussi. bientôt. À bientôt hein, avec plaisir. Bonne nuit à Rouen, tous, c'est pas dormez loin. bien les amis. Non c'est vrai, dormez bien, merci. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le